2000 ans d'histoire, des populations qui passent, qui restent, qui arrivent au gré de l'histoire. Capestan, c'est ça. Mais au fond, qu'est-ce qui fait village? Simplement de vivre et d'aimer son village. On est arrivé à Bessiers, nous. D'accord. En 69, on est venu vendanger. Et on est monté au château de Carraza. Et là, on a été 10 ans. Et moi, je travaillais au château. Par contre, à la campagne, on était 2 familles. Alors, une famille française et nous. Alors, moi, je ne comprenais pas le mot espagnol. La femme, elle m'a dit d'acheter un dictionnaire. Et dehors, avec les enfants. Et il m'a appris le français. Et après, on a acheté ici à Capestan. Mon père avait des vignes. Il s'occupait de vider les tanks quand c'était le moment du pompage. Il surveillait les pompes. Ma mère, elle faisait, son métier c'était lingeuse, elle faisait des chemises d'hommes. Ma mère, elle est de l'Ariège. Elle venait de là-bas, chez son cousin Jasmin. Elle venait vendanger. Moi, j'habite à Capestan depuis 1998. Je suis arrivé, j'ai allumé la télé, on a gagné la Coupe du Monde. Mes origines, comme on parlait un peu des origines, sont bien plus loin, sont en Lorraine. Ah oui. Voilà, toute ma famille est lorraine, mes parents ils sont arrivés à Béziers, on n'a jamais trop su pourquoi. Et moi, du coup, je suis né à Béziers, et là, je dis merci, quoi. Avec l'accent lorrain. Ah ouais. Et oui, parce que j'entendais parler que lorrain. Oui. Et donc, à un moment donné, l'intégration, quoi. Quand les gamins m'ont dit, mais t'es pas d'ici, toi, t'es pas... J'ai dit, c'est quoi le problème? Tu parles pas comme nous. C'est grâce à ce groupe et grâce au foyer rural de l'époque. Il y avait Jean-Pierre Gisbert, qui nous a fait venir jouer plusieurs fois dans la cour du château. Donc j'ai découvert Capestan. Je suis capestanais de souche. Je suis né il y a 80 ans à Capestan, donc je suis né en 43 ans. Voilà. Et je ne suis jamais parti de Capestan. Ah ouais. Comme on dit, un arbre, on ne déracine jamais. Quartier en bas là-bas, quartier des auberges, les 4 routes en bas. C'est un quartier à part, il y a, je ne sais pas combien, il y a 7 ou 8 maisons, c'est tout. Hein. À l'époque, on jouait au jeu carré, nous, au milieu du carrefour, avec les filles Pierre. Mes parents étaient à Capestan. Du côté de ma mère, donc c'est une vieille famille qui était... Donc mon arrière-grand-père était arrivé en 1845 à Capestan. Il venait de Trèbes. Et il s'était marié avec une jeune femme de Saint-Pons. Il était plâtrier. Et du côté de mon père, j'ai des origines espagnoles, puisque mon grand-père paternel est arrivé à Capestan en 1910. Et il est arrivé de Teruel, en Aragon. Je ne suis pas natif de Capestan, je suis natif de l'Est de la France, la région Franche-Comté, le Doubs, exactement le département du Doubs. Mon papa qui travaillait pour une célèbre marque d'automobile, Peugeot, pour ne pas la citer, il avait 30 jours de vacances au mois d'août chaque année. Nous habitions dans une cité, HLM, nous étions 5 enfants, plus mes parents. Donc, vous pouvez comprendre vite que autant de monde dans un logement HLM en plein été, donc il y avait un échappatoire, c'était de descendre dans le sud de la France. Au début des années 68, je peux vous dire qu'un ouvrier ne gagnait pas grand-chose. Ça s'est amélioré justement après ces événements de 68, où les salaires ont... Excusez-moi. On a eu très faim en 68. Qu'est-ce qui m'arrive? J'avais 4 ans. Je m'en souviens. C'était un métier dur, famille nombreuse, dans des régions qui sont avec un climat assez dur. Et voilà, donc j'ai souvenir des repas très légers, quoi. On s'est retrouvés sur cette Minervoise et c'est étonnant parce que quand nous sommes arrivés sur Capestan, à la Croix de Fraisse, on a pris la direction et il y avait un panneau noir, camping municipal gratuit.
C'était sommaire. Donc on s'est installé là, avec mon grand frère. On est arrivé au canal, au pont de Pierre. Et là, on voit des jeunes qui se baignent au port de Capestan. Un petit groupe de jeunes qui avaient l'âge de mon frère, plus âgé que moi. Et bien sûr, on s'est approché. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est baigné avec eux. Et puis, après, on a connu le village. Donc, 10 ans de vacances. Et ensuite, je suis venu m'établir ici. D'accord. Mais j'ai toujours, dans ma tête, c'était vivre à Capestan. Mes parents sont partis d'Espagne à la suite de la guerre civile. Ils sont nés en Andalousie, au fin fond de l'Andalousie. Ils m'ont raconté qu'ils sont partis de leur région pour trouver du travail. Donc ils sont allés dans la région de Valencia. En 1936, ils ont eu leur premier fils. Peu de temps après, la guerre civile a éclaté. Mon père était du côté des républicains. Hein. Il défendait... Comme ils disaient, leur dicton, c'était paix, patrie et liberté. Et il y est resté 3 ans. Mon père a été emprisonné. Son emprisonnement a duré jusqu'en 1943. Il est sorti ensuite de prison. Ils ont repris une vie à peu près, on va dire, à peu près normale. Hein. Voilà, mon père travaillait dans l'agriculture, maman travaillait à l'hôpital. Ils rentrent chez eux. Ma sœur, elle avait 4 ans, donc elle, encore maintenant, elle a encore des flashs. Par exemple, elle se souvient que quand elle est rentrée au fond du couloir, il y avait sa poupée avec une robe à petits pois, et elle a voulu récupérer sa poupée, et on lui a empêché de récupérer sa poupée. Enfin, ils n'ont pas pu rentrer dans la maison, quoi. À la rue, à partir de ce moment-là, ils ont compris qu'ils n'étaient plus désirés dans ce pays, quoi. Et ils ont pris la décision de rentrer en France. 1947. Mon père décide de partir le premier pour déjà trouver du travail en France. Le problème, c'était pour quitter le pays, quoi. Donc, il est parti à pied, tout seul, et il a traversé les Pyrénées. Il est arrivé à Capestan. Maman, qui était toujours à Tarragone avec ses 2 enfants, voilà, elle met petit à petit en place leur départ. Elle se sécurise en prenant un guide et elle part avec ses 2 enfants à pied. Ils se sont retrouvés à Bourg-Madame. Moi, je suis née en 1951 et je suis née dans cette petite rue, rue Adolphe Saïssé. Ma grand-mère était d'origine séfarade. Donc je suis une marane. Hein? Ah oui. Elle me l'a dit alors. Et puis j'ai découvert après, en plus. Ma grand-mère s'appelait Florentine. C'est le nom de la première Bible imprimée à Florence. Et dans la famille, on a toujours des Florentines. Mes grands-parents sont arrivés dans les années 1902, 1903 ou quelque chose comme ça quand même. D'Italie? Non, d'Espagne. Ah, d'Espagne. D'Espagne, mais ils remontaient. Les séfarades ont toujours remonté petit à petit. Ils sont remontés parce que c'était pas possible. Quand on est marane, on est baptisé avec un seau de merde. On n'en parlait pas, on ne disait rien, on n'allait pas à la messe. Mais bon. Mais tous les autres allaient à la messe, nous on n'y allait pas. Le seul mot que je me rappelle, c'était Jérusalem, à Pâques. Hein. Elle disait l'année prochaine à Jérusalem, ce qu'ils disaient tous. Mais moi, je ne comprenais pas pourquoi. Je suis née en Angleterre, dans le nord d'Angleterre. J'avais quitté mon profession et je suis venue avec mon mari. Et en fait, on a traversé la Manche sur une péniche. Et on a voyagé un petit peu le nord de France et après quelques années, on est venu dans le sud, sur la péniche, avec notre fille. Et après, on a atterri ici à Capestan. Il y a quelques Anglais qui viennent avec le bateau et après, ils se disent « Oh, c'est sympa ici, on va rester un petit peu » et après, ils disent « Oh, pourquoi pas, on reste tout le temps ». Ils s'installent dans le village. Ça fait 11 ans, on a acheté notre maison ici, on a vendu la péniche et notre fille, elle va à l'école ici, elle est en 4e maintenant, donc elle a commencé à la maternelle et elle est allée à la primaire et maintenant elle est au collège. On est né à Capestan, mais on descend de la montagne, on descend de Brassac, du Tarn. Ouais. Mais
arrière-grands-parents, ils ont fondé cette boucherie. Après, mon père l'a pris, moi je l'ai pris. C'était des paysans, Ils travaillaient à l'usine. Un jour, non, c'est ma tante, la sœur de mon grand-père, qui était descendue pour les vendanges, et elle s'était mariée avec un gars d'ici, et il avait dit, venez ici, vous trouverez de quoi gagner votre vie. Ah, ouais. Alors ils se sont installés bouchers. Mon grand-père, mon père et ma sœur aînée est née au milieu de l'étang. La maison des gardes. Il faut être du milieu pour pouvoir travailler. Si vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas faire. C'est pas possible. C'est pas possible. Connaître les chemins, les bornes, savoir où il faut passer, pas passer. La vanne Braïchoa, la vanne du Padilou, la vanne des Seignes. On ne peut pas l'expliquer ça. Il faut y être né. C'est lui qui m'a tout appris. Et mon grand-père déjà. J'avais 4 ou 5 ans, je partais avec lui en vélo, il me prenait sur un vélo. Il avait le panier à la place. J'avais 2 ou 3 ans, quoi. Il me mettait avec le panier et on partait en vélo. Parce il faisait la tournée, comme on appelle, en vélo. Et oui. Il avait pas un véhicule. Mon père en fait à mobilette. Je suis arrivé à l'âge de 23 ans. Ah, ouais. En 59, en Galice. La Galice, c'est la Bretagne espagnole. C'est des vignes, on faisait du maïs, du seigle. Du seigle et du maïs. C'était la dictature. Hein. À l'école, j'ai arrêté à 13 ans. J'ai commencé à travailler. Un peu chez nous, un peu quelques journées d'un côté et de l'autre. Autour de 15 ans, j'ai commencé à tailler la pierre. Le tailleur de pierre, c'est dur. Le granit. On faisait des maisons avec de la pierre de taille. J'avais un frère là. Ah, voilà, ouais. Alors, je suis allé, je suis venu ici. Et après, je suis parti d'ici à Lérida, en Catalogne. J'ai travaillé pendant une période de mois, parce qu'à ce moment-là, on s'est mal pris. Et je n'ai pu me faire des papiers tout en soyant ici. Mais pour me faire des papiers officiellement, il fallait que je sois en Espagne pour me faire un contrat et me faire venir. Je suis passé par l'immigration. Moi, je suis la 3e génération de Capestan. Alors, du côté de mon grand-père, des taillades, donc, on vient de Brassac du Tarn, voilà, juste. Et puis, mon grand-père donne de Brassac, ma grand-mère de la Salvetat. Bon, ils ont dû se rencontrer pour la vendange. Et puis, du côté de ma maman, des Guillaumont, vient du Vallon de l'Orgue, par là, de Prémian, tout ça, voilà. Des gabaches en plein, des cabanes. Je suis né le 29-10-1942 à Limoux. Sur mon histoire personnelle, alors que j'avais à peine 2 ans ou 2 ans et demi, mes parents se sont séparés. Ah oui. Et c'était très exceptionnel dans la Haute-Vallée de l'Aude, le divorce. Mes grands-parents ont déménagé très vite, et comme ma tante, la sœur de ma mère, était sur le Biterrois, mon oncle, son mari étant tailleur à Béziers, donc on s'est resserré du Biterrois. Le village le plus près, c'était Marossan, donc j'ai été élevé à Marossan par mes grands-parents. Parce que aussi bien mon père que ma mère ont refait leur vie très vite et j'avais pas de place. Ma chance, ça a été l'école publique. J'ai réussi au concours de boursier et j'ai pu faire mes études à Louis Blanc. Voilà. Après, école normale. Ce métier-là, je l'ai choisi. Il me convient, il me convenait. Et mon premier poste, ça a été Cazoul-les-Béziers. Ah oui. Alors, est-ce que j'ai besoin de vous dire, j'aurais souhaité avoir Marossan. Et je voulais rendre à Marossan ce que ce village m'avait apporté. Dans le petit quartier de Marossan dans lequel j'ai été élevé, le samedi, il y avait Madeleine, la boiteuse, qui venait m'apporter un morceau de viande. Il y avait Madame Guy, qui venait m'apporter un œuf. Je suis né en Espagne, à Las Palmas, dans la région de Murcia. Et j'ai passé les Pyrénées avec ma mère, mon frère Asensio, qui avait 9 mois dans les bras, et mon père, et j'avais 8 ans. On a atterri à Villespassan.
Mon père et ma mère sont venus à plusieurs reprises faire les vendanges. Les vendanges justement à Villers-Passant, au domaine du château. Et après, ils faisaient les vendanges dans les Charentes. Donc, ils faisaient pratiquement 1 mois et demi, voire 2 mois de vendanges. Et puis, mon père, voyant que là-bas, on n'avait pas trop d'éducation. Moi, j'étais l'aîné, le plus petit. Tous les matins, je me levais, j'allais couper l'herbe pour les lapins. L'école, elle était à 2 km. C'était des grands bancs, on avait des bancs, tout le monde était assis sur le banc, et tu avais le professeur en face de toi, et c'était de l'échange plus ou moins. Je ne me souviens même pas de cahier ni quoi que ce soit, pas trop. Mon père voyait agricole, ouais. Quand il est arrivé ici, comme mon père il a tout le temps été avec les chevaux, tout ça, les mules là-bas, et bien, quand on est parti de Villers-Passant, qu'on est venu à Capestan, et là je dois avoir 12 ans environ, il est venu ramoner chez M. Deloupi. Je suis arrivé en 1962, en juillet 62. Donc je revenais d'Algérie. Mon père était gendarme, il a été nommé à Capestan. Après la guerre, on finissait la guerre d'Algérie. En 62, c'était déjà l'indépendance, donc les Arabes sortaient, c'était hyper dangereux. Et mes parents tenaient à ce qu'on aille à l'école. On allait à l'école à cette époque, et à la sortie des classes, le camion de gendarmerie, théoriquement, venait nous chercher. Quand il était en retard, toute l'école se battait contre nous. On était 2, c'était la guerre. Donc nous, on mettait le cartable contre un mur et on se battait contre 20 petits Arabes. Il y en a qui étaient plus ou moins... C'était normal, on se battait. Quand le camion arrivait, tout le monde partait et nous, on prenait le cartable, on remontait. Et c'était tous les jours comme ça. Et on est rentré à Capestan. Et on allait à l'école. Donc on arrive à l'école. Et là, tout le monde nous insulte. Sale pied noir. Et nous, comme on avait l'habitude, baston avec la famille Garcia. Donc les gens de Capestan, ils voient arriver des sauvageons. À la sortie, on balançait des cailloux sur le mec qui nous avait insultés et on ouvrait les têtes des gamins. Les gens, ils venaient à la gendarmerie. Il y a des gens, et tu en avais un, là, Jacques Chamaillou, c'était des enfants, mais qui ont été normaux dans la relation. Et très vite, moi j'arrivais, j'avais vu qu'un ballon rond, je connaissais que le foot. Très vite, j'ai joué au rugby. Très vite, par le biais du rugby, et les éducateurs qui étaient extraordinaires, comme Franck Sigala, je me suis acculturé. Chacun sa porte d'entrée, chacun son histoire, pour une histoire commune. Ce qui est sûr, c'est que la vigne fut un attrait pour des centaines de personnes. Au XIIIe siècle, Capestan est une ville de 4000 habitants. C'est la deuxième ville du diocèse de Narbonne, après Narbonne. On a une période de déclin qui s'enclenche donc après, à partir de 1350, période avec la peste et la guerre de 100 ans. C'est la vigne qui va sauver Capestan, puisque aux alentours de 1750, Capestan a perdu, je crois, moins de 1000 habitants. Au début du XIXe siècle, la vigne descend des coteaux et colonise les bords du canal du Midi. Dans un premier temps, on distille le raisin pour produire de l'alcool. Puis, tout s'accélère. Une très forte demande de consommation en vins aliments émerge des bassins ouvriers de la révolution industrielle. On va y répondre, et les zones fertiles comme les plaines de Capestan voient déferler des plants de vignes. En 20 ans, Capestan est une commune de monoculture viticole. Ce sont des capitaux de la grande bourgeoisie qui sont investis dans la vigne et le vin, à travers des domaines composés d'un château, de bâtiments techniques, au milieu de leurs vignobles de plusieurs hectares. Une richesse incroyable se répand dans le Midi viticole, entre 1850 et 1900. Il y avait des grosses propriétés que tu voyais jamais, qui étaient à Béziers, là, qui faisaient des feignes sur les allées. Rosiers. Ils sont parents avec les rosiers de Mirepoix. Ils avaient 3 domaines. Ils avaient un fondé de pouvoir, parce qu'il fallait voir la maison qu'il y avait à Béziers. On avait une capacité de cave de 6000 hectos. Eh oui. Et on arrivait à faire 8000 hectos. On faisait du gros rouge.
qui tâche. Moi, le comte d'Orléans, en question, on l'a bien connu. Il venait, chaque année à la vendange, il venait nous voir. Alors, il arrivait, la meneuse de la colle, c'était ma mère. Bon, on s'arrêtait, et allez, il serrait la main à tout le monde, et chaque fois qu'il arrivait un enfant, quoi, hop, un bonbon. Il venait pour la vendange, comme ça, il faisait les comptes avec le régisseur, et voilà. Parce que les femmes de la bourgeoisie, elles ne faisaient rien. Rien. J'avais ma tante et sa sœur qui travaillaient, tu vois, dans une maison. La bonne femme, je ne l'ai jamais vue travailler. Moi, je ne l'ai jamais vue. Elle était toujours avec un chapeau. Voilà. Il y avait des négociants aussi. Ah, il y avait des négociants. Eh oui, moi j'en ai connu 4. Il y avait des courtiers aussi en vin. Mon père était négociant en vin. Il y avait des courtiers en vin. Donc moi, je suis passé après courtier en vin quand mon père a arrêté le commerce en 82. On allait chez les propriétaires. Dans les coopératives, ils acceptaient tout le monde. Par contre, les propriétaires particuliers, maintenant il y en a moins, ils avaient leur courtier. Leur courtier, c'était un peu comme le curé. C'était le bon Dieu qui faisait... Ah oui, ce que le courtier disait, c'était de faire l'intermédiaire entre le vendeur et l'acheteur. Le vendredi, c'était le gros marché de Béziers, où tous les viticulteurs, négociants de Béziers et d'ailleurs se retrouvaient sur les allées. Et la plupart, ils avaient une gonzesse qui voyait le vendredi après-midi. À ce moment-là, je travaillais chez un négociant en vin, à Capestan, qui était au bord du canal, là où il y a la batelière maintenant. Il y avait un négociant en vin. Et on allait ressortir du vin chez les propriétaires. Nous, on faisait des trains, il y avait des bateaux, des péniches, non, alors qui partaient ou de Capestan, là au port, ou de Sète. Et on faisait des trains, nous. Foudre en bois, j'ai vu, en bois, et puis wagon métallique. C'était une machine qui amenait 3-4 wagons, on les remplissait, venait le prendre, ça se recentrait à Colombier, de Colombier ça partait à gauche, à droite. Dès 1840, on descend d'Ariège, du Tarn, de l'Aveyron, de Lozère, on traverse les Pyrénées pour travailler cette culture. En effet, la vigne demande beaucoup de main-d'œuvre et l'on va vite organiser le travail. Il y a des grandes familles viticoles dans les campagnes autour, qui employaient, et Capestan était surtout un village d'ouvriers agricoles. Ils partaient souvent avec des vélos. Oui. Il y en avait certains qui n'avaient pas d'argent pour s'acheter un vélo et qui allaient à pied. On travaillait la journée, et quand il pleuvait, ils vous envoyaient à la maison. Vous ne gagnez pas la journée. Et quand on était à la brasse, on travaillait 7 heures par jour. Il décavaillonnait avec le cheval. Et puis après, on passait, on tirait le régout, on ne faisait pas les escaoucelles. Les escaoucelles, c'est le tour du pied assez profond pour pouvoir mettre un seau de fumier et l'enterrer. Voilà, ce qui servait d'engrais à la vigne. Oh, c'était l'attraction animale. Ouais, j'ai l'arbouré, là. Dans la rangée, je crois qu'on passait 5 fois. Et on sulfatait avec le père Lachaise, là. Avec la guitare. La guitare, là. Je ramassais les bûches, je les brûlais. Une fois, je me suis brûlée. Et j'attachais. La vendange, c'était la fête. Hein. Ah ouais. La vendange, à l'époque, c'était la fête. Hein. C'était les comportes en bois, c'était bon, les chevaux, les charrettes, et tout ça. Hein. Et puis,
Les vendangeurs, ils venaient de l'Ariège, justement, du côté de Tarascon, Vic-d'Ossau, tout ça. Ça a duré des années et des années. Un peu de travail, on va dire. Il y en a qui avaient envie de chanter, ils mettaient des comportes à l'envers, ils montaient, tout le monde arrêtait. Je me rappelle des odeurs, des trucs, les comportes qu'on mettait étanchés dehors 15 jours avant. Et donc, moi, j'étais gamin, je jouais avec des petits bateaux, là. Et mon père me faisait remplir les comportes. Je remplissais la comporte la plus haute, bien sûr, qui dégoulinait dans les autres. Et je me faisais des cascades. C'était un jeu pour moi. C'est là que j'ai débuté à l'âge de 12 ans, enfin 11 ans même, pour faire les vendanges, pour mener la rangée. Et là, dans ce coup, il y avait 4 chemins. Et des chemins, c'était 4 d'un côté et 4 de l'autre. Et le chemin au milieu, on posait les comportes et on vidait le raisin dans la comporte avec le seau. Il y avait 8 coupeurs, il y avait un quicheur, celui qui pressait le raisin, il y avait 2 porteurs qui prenaient avec les pales émaillées les comportes, qui les amenaient au chemin où il y avait une charrette. Et là, il y avait des gars qui chargeaient les comportes sur la charrette. Et la charrette, une fois pleine de 12 ou 14 comportes, je crois, partait la porter dans la cave, avec les chevaux. Je me souviens qu'au début, on avait des seaux en fer. Quand il pleuvait, il faisait autant vide que plein. Vous savez, la terre se collait dessous, on ne pouvait pas rouler. J'ai vendagé à partir de l'âge de 10 ans. Quand il y avait un vendage tardif, on repoussait la rentrée d'école. C'était obligé. Au milieu des années 50, la main-d'œuvre des Hauts-Cantons se fait de plus en plus rare et elle est remplacée par des Espagnols de Murcia, d'Albacete ou d'Andalousie. Chez les vendangeurs, le mousseigne, c'était celui qui me faisait la colle en espagnol. Il y avait un gars avec qui j'étais bien, qui lui me recherchait les vendangeurs, toute l'équipe pour venir vendanger. Et bien, de un pour les autres, ils se parlaient, ils s'envoyaient le contrat dans le train. Après, on s'arrêtait à Figueras, on passait le contrôle de la douane. Donc, il fallait montrer le contrat. Il m'avertissait, on arrive tel jour, à telle heure. Hein. Mon père, il était régisseur. Il devait ramener des vendangeurs. La première année que mon mari est venu, il n'aurait jamais dû venir, mais son cousin n'a pas pu venir parce qu'il faisait des études et tout ça, et à la fin, il a dit « je viens moi ». Mais des fois, on se voyait, des fois, on ne se voyait pas. Enfin, des fois, il venait au vendage, des fois, il ne venait pas. On s'est connus, j'avais 16 ans, et mon mari 18. Et après, on est restés définitivement ensemble. J'avais 35 et lui 37. Non. Et si, c'est les aléas de la vie. La viticulture capitaliste du 19e siècle connaît des crises. 1907, la révolte des vignerons a né le mouvement le plus important. Tous les ouvriers journaliers qui le peuvent achètent un pétasse de terre et cultivent la vigne. Ils sont nombreux ces petits, et dans les années 30, un mouvement coopératif se met en place afin qu'ils puissent vinifier correctement leurs vendanges. C'est la copée. Je suis fils de coopérateur et petit-fils de coopérateur. Mon grand-père a fait partie de la génération fondatrice alors de la cave coopérative à Capestan en 1936. C'est les petits qui ont fondé la cave coopérative. Oui, il y en avait plus de 600 à l'époque, 640 ou 650, il y en avait à peu près. Ah oui. Ah oui. Il y avait du monde, on récoltait à l'époque. La cave, on avait fait jusqu'à 140 000 hectares à Capestan. J'étais beaucoup d'ouvriers agricoles. Il y avait 1 hectare, un demi-hectare, il y en avait un paquet. Oui. D'ailleurs, on le voyait le samedi ou le dimanche, quand c'était ouvert, il y avait une queue. Sur la commune, il y avait plus de 2000 hectares de vignes. Et grosso modo, c'était moitié cave particulière avec des gros domaines, effectivement, et moitié en cave coopérative. Sur la cave coopérative, là, il y avait une sirène. Une sirène qui sonnait. Et alors, mettons, il y avait un négociant qui achetait mettons, un volume de 30 hectares, 800 hectares. Et les premiers qui arrivaient, bam, bam. Là, maintenant, après, ils ont changé de tactique parce qu'il y avait des privilégiés qui le savaient avant, vous comprenez? Alors ils arrivaient et ils vendaient déjà avant que ça sonne. Alors les mecs qui arrivaient derrière, s'il n'y avait que 800 hectares, s'ils étaient à 800, ils ne pouvaient pas vendre à 900. Alors les mecs, ils étaient... Ça fait qu'après, ils ont fait une vente en commun. Ça fait que là, il y avait rien à... S'il y avait 800 hectares, c'était réparti à tout le monde. C'était des vins ordinaires qui faisaient, maintenant ça n'existe plus, c'était des 9 à 10 degrés. Ils s'en vendaient pas mal dans le Sambre. Ah, mais on faisait des assemblages.
On remontait des 9 degrés ou des petits degrés de chez nous, mais ça, il fallait le faire en laboratoire. Et on faisait des vins corrects qu'on envoyait aux clients quand ils disaient « je veux 1000 hectos de 11 ». On s'arrangeait. Et on allait aussi à Sète chercher du vin d'Algérie. Durant 150 ans, les caves particulières et la cave coopérative ont élaboré des vins de consommation courante. Les crises successives et la mécanisation mettront fin à cette viticulture au cœur des années 80. Je fais partie de la génération où la fin de la génération de mon père et le début de la mienne, où on a tout encépagé et puis avec des cépages qui sont mondialement reconnus, comme peut l'être la Syrah, le Merlot, le Cabernet en rouge, et puis ensuite en blanc, le Chardonnay, le Sauvignon. On a essayé de se diversifier par rapport à la présentation commune avec on s'est spécialisé dans le Sauvignon. La première machine à vendanger qu'on est allé voir travailler, ça a été au domaine de Sériège. Oui. C'était des vectures, c'était des monuments, c'était un bâtiment de guerre énorme. Quand on voyait travailler ça, on disait jamais ça marchera. En 1996, donc il y a eu le rapprochement avec la création des vignerons du Puy-en-Sérune qui ont réuni 7 anciennes caves et 11 villages. Donc bon voilà. Et c'était, je dirais, une des plus grosses fusions de la région. Au début des années 2000, ça a commencé à décliner. Il y en a beaucoup qui sont partis d'ailleurs, qui ont quitté la cave. Moi, je suis resté jusqu'à la fin à Capestan. La cave a fermé en 2009. Finalement, cette fusion, ça ne nous a pas aidé parce qu'en termes de coûts de vinification, on était un petit peu plus élevé qu'une cave qui était centrée sur elle-même avec des coopérateurs volatiles qui venaient la rejoindre et prenaient les bénéfices sans avoir les inconvénients. Quoi, voilà. Même si je pense qu'on a eu raison de faire ça aujourd'hui, il y a eu une concurrence déloyale et une attitude de certains coopérateurs qui n'étaient pas attachés et qui avaient une fois de plus, quoi. Hein. Je pense, mais c'est générationnel, quoi. Je veux dire, c'est la société qui fonctionne comme ça. Des droits, mais aucun devoir. La cave coopérative, j'ai été administrateur même. Et il paraît qu'on l'a démoli. On l'a démoli, la cave coopérative. Ah, bon Dieu. Professionnellement, c'est le drame de ma vie. Ils ne sont pas beaucoup des viticulteurs à Capestan. Il y en a peut-être une dizaine, peut-être. Aujourd'hui, ça nous donne raison parce que c'est ce qu'on n'aurait pas fait avant, il aurait fallu le faire après. Les vignerons de Puy-en-Sérune, on s'était organisé pour faire en sorte de rationaliser notre outil industriel, mais on s'était tourné aussi vers un outil de commercialisation. Aujourd'hui, avoir une petite longueur d'avance sur les autres, c'est pas mal. La viticulture va être drôlement impactée, surtout dans la périphérie méditerranéenne, quoi, dans le sud de la France. Mais malgré tout, au-delà de la température, je pense qu'il y a un élément qui est à prendre en compte, c'est l'accès à la possibilité d'irriguer. Quoi, voilà, quoi. Et ça va être l'enjeu incontournable des 30 ans à venir. La vigne a modelé l'histoire de Capestan pendant un siècle et demi, sur le plan économique, urbanistique, social, mais surtout au niveau des paysages. Il y a un tenement dans l'étang qui s'appelle les salines. L'étang est salé. Et à l'époque, les anciens inondaient les vignes pour justement faire un lavage de la terre pour faire descendre le sel. Du temps de Napoléon, je ne sais pas quoi, il avait fait venir des équipes d'Italiens, et tout à la bêche, tout était drainé par des fossés. Avec des marseillères, on prenait l'eau du canal de la Carante, qu'on appelle, on la faisait monter au pied de montagne, là-bas. Ah ouais. Par des barrages et des vannes, un système de vannes, on faisait monter. Par la marée rouge, on arrosait une autre partie. Les salines, là, elles étaient arrosées par la marée rouge. Très organisé et bien fait. Caput stagni, donc le nom latin, donc, qui signifie tête de l'étang.
L'étang à cette époque-là est salé, est beaucoup plus profond qu'actuellement, et il communique avec la mer. Le sel à cette époque-là est une richesse. Les salines appartiennent à cette époque-là soit à des abbayes, soit des riches bourgeois, soit évidemment à l'archevêque de Narbonne. Et servicio, a Calossal, servicio per tutti i luparsa, per le mun abbiamo bisogno di sal per tutto conserva. L'archevêque de Narbonne s'est dit d'installer al cap de l'Estang une communauté qui lui permettra de gérer la salle de l'Estang. Au XIIIe siècle, Louis Capestan est une ville de 4000 habitants. C'est la deuxième ville du diocèse de Narbonne, après Narbonne, parce qu'il y a des étangs. À partir du 1er avril, il fallait sécher l'étang. Pour le rendre cultivable, il y avait toujours de l'eau dans l'étang. Il y avait le canot plein et certaines zones, la cuvette qu'on appelait, il y avait toujours de l'eau. Actuellement, il doit faire 830 hectares de propriétaires du syndicat. En zone inondée, il fait presque 2000 hectares. C'était des pompes qui remontaient le niveau de l'étang, du niveau de l'étang au canal de fuite. Le canal principal, le canal des Anglais, ça s'appelle. Il s'en va jusqu'à Salle d'Aude, dans la rivière Aude. Il y avait des troupeaux de moutons sur Capestan. Je me rappelle 1, 2, 3, 4 ou 5 troupeaux de moutons. Et les gens descendaient faire paître dans ces terres qui étaient un peu salées, mais le mouton, ça ne devait pas le gêner, puisque j'ai toujours eu des moutons dans les temps. Il y avait du foin, beaucoup de foin. Il fallait surtout tenir compte des troupeaux, qu'ils n'aillent pâturer où il faut, pas chez le voisin. Mon père, donc, Émile Gris. Je sais qu'il récupérait le gros propriétaire qui est au plan de Castres, là. Ils avaient des chèvres et il les lui prenait. Et on appelait ça le troupeau communal. Après, il a eu un troupeau à lui. Ah ouais? Et oui, 250 moutons, un brebis. Mon père allait garder. Il a gardé jusqu'à 76 ans. Et dans les temps, il avait le troupeau en face du cimetière. Et après, il y avait la végétation. Cette calotte qu'on appelle, là, ce roseau, il a été cultivé pour le toit de chaume. Ah bon? Il était fauché. Pendant des années, il a été récolté. C'était des gens de Normandie qui venaient couper, de Camargue, qui venaient couper avec des machines spéciales pour entrer dans les marécages. Il y avait de la bose. La bose, c'est ce qui fait le cigare, là. À l'époque, mais j'ai connu des gens qui venaient la couper. Les tonneliers, ils s'en servaient comme un joint. Mon père faisait le pompage, ce que je vous dis, donc il faisait le pompage la nuit. Donc il en profitait pour pêcher. Et donc on mangeait du poisson d'étang, des anguilles, des brochets, du cendre. Donc, et l'étang avait une qualité d'eau qui était très bonne. On mangeait beaucoup de carpe, c'est l'animal totem de Capestan, la carpe. Ah oui? Oui. D'accord. Nous sommes les mangeurs d'escarpatch. En fait, la carpe, on l'ouvrait, on brûlait les épines avec de l'alcool. Ça permettait de brûler toutes les petites épines et d'avoir après que les grosses s'arrêtent. Parce que c'est plein d'épines, la carpe, quand même. Oui. C'est gras, c'est plein d'épines, c'est pas un poisson extraordinaire. On préférait quand on avait du brochet ou du cendre. Les anguilles, quand on vidait l'étang, on disait elles vont se rendre, elles sont obligées de descendre au courant. Alors on fermait et elles tombaient, elles étaient obligées de rentrer le filet. Comme le canal appartenait au syndicat, ce canal principal était loué à des pêcheurs professionnels de la mer. De Gruissant, de Narbonne, de Bages. Mon père chassait, c'était un grand chasseur. Il chassait à l'étang, il chassait les tourneaux. Et c'était acheté par un vendeur qui les vendait aux Halles de Béziers. Ils avaient une méthode de chasse, si vous voulez. Dans l'étang, pour se balader, on a des négofoles. C'est négofoles. On noie les fous, parce qu'en fait, ce sont des barques qui sont étroites à fond plat, donc ils se renversent assez facilement. Ah ouais. Donc les chasseurs chassaient avec ça,
Et mon père et son collègue mon père faisait 110 kilos, son collègue devait en faire 130. Et il montait sur cette barque avec des traverses chemin de fer dessus, des caisses pour dominer la canotte. Et donc, au lever du jour, quand les étonneaux s'envolaient, ça faisait une masse compacte et ils tiraient dedans. On tuait 2-3 000 étourneaux par jour. Il y en a qui se sont payés une maison avec. Non. À Montel, il y a une famille qui s'est payée la première maison, une villa. Moi, je me rappelle avoir livré un gars qui venait les chercher chez mon père. On les faisait sécher, il fallait qu'ils soient secs et tout, parce qu'on les ramassait à l'eau. Il fallait qu'ils soient secs, et à Lunel, là-bas, on les leur livrait pour faire de l'auto. On prenait 5-6 000 tourneaux par semaine, le gars. J'ai rempli une AMI 8, moi. Il y avait deux prix, il y avait un prix avec plume et un prix sans plume, ce qui fait que nous, souvent, le soir, on plumait. Moi, c'est le petit gibier, le perdreau, la pelle, le lièvre. Les tailles, dans les vignes surtout. Ah, dans les vignes. Dans les vignes. Les tailles, c'est les sangliers qu'il y a. Ah ouais. Et les lièvres aussi, les lièvres, il y en a dans les tailles. C'est énormément de vie. Et celui qui aime la nature, il est émerveillé. N'importe où vous allez, vous êtes émerveillé parce qu'il y a toujours une curiosité à voir un truc phénoménal. Moi, j'y allais après la chasse au mois de mars, quand c'était le moment de la repasse, pour faire en fait des photos. Ah, ouais. Donc moi, je partais en barque avec la barque de mon père, donc, et j'allais faire des photos dans l'étang. C'était un milieu, tout en étant à Capestan, c'était un milieu un peu à part. Ce qui fait que ça permettait de s'évader sur place gratuitement. Il y a 90 ans, 80 ans, 70 ans de cela, la vie à Capestan était rythmée par le bruit des sabots des chevaux, des veillées, de fêtes, de messes. Ils se souviennent que la parole circule. Quand j'avais 6 ans, que ma mère me menait à l'école, que je rentrais à l'école primaire, il y avait un marchand de vêtements, Isard. Elle m'avait acheté l'imperméable. Il pleuvait. Vous vous retrouvez quand même dans une France qui est affaiblie, vous étiez un petit peu montré du doigt. Ça, je l'ai vécu. Parce que les Français disaient que les Espagnols venaient leur prendre le travail, quoi. Comme dans beaucoup de villages, en tout cas du Midi, on était dans la rue tout le temps. Il y avait une laiterie, là, par exemple, dans cette rue, à 10 mètres de là. Je me vois monter la rue Carnot avec le yaourt, 2 consignes en verre, pour aller acheter un yaourt avec la consigne. Mais avec Christian, c'était le choix des allumettes. On les affûtait, on faisait partir des paquets d'allumettes dans un caniveau qui était tout le temps alimenté en eau du canal du Midi, et on faisait la course aux allumettes, et celui-là qui arrivait au plus bas, et en général, c'était celui-là qui était le plus affûté des jeux qui ne coûtaient pas cher. Pendant toute cette période, moi, j'ai trouvé beaucoup de soutien parmi les Espagnols. Parce qu'on était un peu comme des réfugiés. Quand il y avait le Tour de France, on savait que les étapes, comment elles allaient se dérouler. On descendait, après avoir nagé, sur la place publique, en face du café de la Grille. Oui. Et il y avait un lieu de pétanque, enfin, un boulodrome. Et il y avait Robert Rive, qui était le fils de Madame Rive, avait installé un cordon et un micro, un haut-parleur, et on arrivait, et là on écoutait l'arrivée du Tour de France. Pour nous, c'était une découverte totale. La façon de vivre, les mots utilisés, c'était des mots nouveaux. Des mots nouveaux, notamment de l'occitan. Petit à petit, on a commencé à rentrer chez les gens aussi, être accueillis. La première fois, par exemple, dans la famille Zurita, des fèves. J'avais jamais vu de fèves. Ils m'ont montré tous ces endroits, les raisins bons au milieu de la vigne. La maison du père, c'était le cinéma. Ben, c'est là qu'on se réunissait tous les jeunes. Hein. Voilà. Et en traite, on a acheté les rétlisses ou les cacahuètes. Hein. Je ne vous dis pas tout ce qu'il y avait par terre.
C'était ma sortie du samedi et du dimanche, un peu de liberté. C'est là que, où je voyais le plus mon mari. Après, comme il savait que j'allais au cinéma, lui aussi, il venait avec moi. Les gardes champêtres, ils surveillaient les gardes champêtres. Ah ouais, avec le képi là, il y avait un balcon, c'était un peu plus cher. Ça allait bien dans un coin là, pour fricoter là. Et quand on mangeait, les parents nous disaient attention, dans le canal, il ne faut pas, pour la digestion, si elle a. Alors on attendait toujours 3 heures. Il y avait un endroit ici qu'ils appelaient les Racines, au canal du Midi, où on se baignait, où toutes les familles arrivaient et on se baignait là tous les après-midi. Au canal, c'était la. Il y avait des choses, hein. Oui, la barre au savonnier, il y avait au canal. Et là, ils mettaient le poteau de téléphone. Hein. C'est le poteau de téléphone. Avec en bout, le drapeau. Il fallait chercher le drapeau. Et celui qui savonnait la barque, le poteau, était avec une barque de l'étang, qu'on appelle le négofol. Et il montait le truc. Et chaque fois, bien sûr, c'était un déséquilibre, et à la fin du truc, il partait à la barque. Quoi. Avant, c'était important. Oui. On faisait... L'ultra-haute, c'était l'ultra-haute. Des robes, des gens, ils se sapaient. Oui, il y avait le bal. Il y avait l'orchestre Guillaume. Moi, toujours, j'avais ma maman, quand il y avait le carnaval ou quand il y avait un bal au Café de la Grille, que c'était le carnaval se passait au Café de la Grille, elles étaient sur le côté, toutes là, et elles nous regardaient danser. Et si tu voulais sortir, aller aux toilettes, il fallait demander l'autorisation. Hein. Au village, il y avait les bals de quartier, il y avait à l'Abreuvoir, il y avait à la place. Mais à minuit, il fallait rentrer. C'était l'heure où il y avait la danse, la danse d'invitation. Un jour, je suis rentrée un petit peu plus tard, j'avais mon père qui m'attendait en haut des escaliers. On avait toujours l'harmonie qui venait faire l'ouverture, la fermeture, qui venait jouer. C'est pas pour nous vanter, mais l'harmonie de Capestan, elle était célèbre. J'ai commencé au solfège et un jour est arrivé où il fallait passer l'examen pour avoir un instrument. Et comme c'était des vieux musiciens qui nous passaient l'examen, quand ça a été mon tour, ils nous faisaient réciter un morceau du solfège. Fa, fa, la, do, ré, do, la, fa, sol, sol, fa, mi, ré, do, do. Fa, fa, la, do, ré, do, la, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, la, fa. Si, si, la, sol, ré, do, la, sol, sol, fa, mi, do, la, fa. Si, si, la, sol, ré, do, la, do, si, ré, sol, la, si, do, do. Ré, do, si, la, fa, ré. La, sol, fa, mi, la, fa, mi, ré. La, sol, fa, do, la, si, la, sol, fa, ré, do, si, la, ré. Ils m'ont donné une basse. Et j'ai joué à basse toute ma vie. On avait quelqu'un de terrible à Capestan qui s'appelait M. Bellette. C'est un mec qui a fait pour le village. Et moi, j'avais une grande admiration parce qu'il nous apprenait la musique, il nous apprenait à chanter, il nous apprenait la comédie, il nous apprenait plein de trucs. Il a donné le goût à plein d'enfants du village de faire la musique. Il y a eu 2 harmonies municipales à Capestan. Puis on est passé de 2 à 1 seule. Je me suis occupé de l'école de musique. Hein. Sur 9 profs, il y en a 4 qui sont des Capestanais, formés à Capestan, dans l'école de musique de Capestan, et qui sont référencés. Et dont l'un d'eux, Philippe Castel, est directeur du conservatoire à Béziers.
L'époque au carnaval, hein, oui, c'était important, ça durait 3 ou 4 jours la fête. Hein. On avait fait, on passait au foyer rural pas mal de temps à faire des roses en papier crépon là pour mettre sur les chars. Et souvent, les occupations, on n'en avait pas tant que ça. On avait passé, je me rappelle, toutes les vacances d'hiver à préparer le char pour le carnaval. Et puis après, il y avait le Mardi Gras et les déguisés. On montait un char de A à Z, on faisait des fleurs. Et après, on décorait, on le montait, on le trafiquait. Après, on faisait la 3e mi-temps du carnaval. Et alors, c'était quoi? Eh bien, on allait boire ensemble, manger ensemble, oui. Ensemble, on faisait des pleines corbeilles d'oreillettes. On fait une pâte qu'on laisse lever et après on les tire sur les genoux. Il faut être plusieurs, ça va bien d'être plusieurs parce qu'il y en a un qui tire, l'autre qui fait cuire, l'autre qui met le sucre. Et on remplissait des corbeilles et on se le partageait après. Moi, d'abord, c'est là au carnaval que j'ai connu mon mari. Et l'année d'après, on s'est mariés pour le carnaval. La buffatière, normalement, c'est une danse qui annonce le printemps, en tout cas la fin de l'hiver. Et pour ça que la farine, on met de la farine dans les soufflets. Il y a une danse, bien sûr, hein, et puis on asperge la foule autour. C'était des grands moments, ça. Quand on était gamin, ils mettaient le café... nous, là, ils nous mettaient le café à feu et à sang. Hein. Le jardin, il y avait des légumes toute l'année. Mon père avait creusé un puits avec des rondins comme cette table là, à creuser à la main. Hein. Et ce jardin, il y avait toujours de l'eau. Et on avait des légumes toute l'année. On avait des lapins, des poules, des pentades des fois, comment ça s'appelle, des dendes et des pigeons surtout. Quelques perdreaux, quelques lièvres. Le dimanche, je ne sais pas, par exemple, où tu avais le cassoulet. C'était un jour exceptionnel le dimanche, où tu avais un tripat. Chez nous, c'était le gibier. Gibier d'eau, gibier de terre et poisson d'étang. J'ai connu le goût du lapin d'élevage quand je me suis marié. Le samedi, c'était le jour de viande. Le samedi, c'était viande et volaille. Après la semaine, on vendait du foie. Dans la semaine, c'était pour des ragoûts, oui. Ah oui. Mais le samedi, c'était le bif et les frites. Et mon père, il tuait tout. Il tuait la bête, le veau, les moutons, le cochon. J'allais chercher, moi, les tripes. Parce que quand ils tuaient, eux, moi j'étais jeune, hein, j'allais chercher les tripes le soir, et je les faisais, moi, les tripes, avec mon grand-père. Hein. À Pâques, à un moment donné, on tuait, c'était le bœuf de Pâques. Le chevillard, il amenait des bœufs, il y en avait un qui était pour nous. Hein. Il les attachait au platane de la place. Il les exposait au platane, hein, là, sur la place. Hein. Alors les gens, ils regardaient les bœufs. Mais ces bœufs, après, ils étaient énervés. Quand ils venaient les rechercher, ils étaient énervés. Et après, ils les tuaient, naturellement. Il y avait beaucoup de crédits à l'époque. Mais tout le monde payait. Ils payaient le samedi. Quand ils recevaient la semaine. Hein. Alors toute la semaine, les femmes nous faisaient marquer. Et le samedi, hop, ils venaient payer. C'était les ouvriers à l'école. Ma cousine avait un commerce aussi, justement à côté des docks méridionaux. Sur la même petite place, là, il y avait trois épiceries, une petite place comme ça, place de la Révolution. Il y avait une mercerie, il y avait une boucherie, une bijouterie et un réparateur de chaussures. Il y avait des coiffeurs pour hommes, que les coiffeurs pour femmes ne faisaient que les femmes, et les coiffeurs pour hommes, il y en avait 3 ou 4. Ma mère faisait des liqueurs à l'époque. Elle a fait des petites fioles, vous savez, comme ça, et elle faisait un sirop, et elle y ajoutait après de l'alcool et du cacao ou de la chartreuse. Voilà. Du pastis, ils en faisaient aussi. C'est des gitanes qui passaient avec des petites fioles, je me rappelle à l'époque. Voilà, on faisait la Carthagène, du vin de Norège ou du muscat. À la campagne, l'électricité, je crois qu'on l'a eu que je ne disais pas des conneries, alors en 56.
Ouais, 56-57 quoi. C'était les lampes à pétrole. Hein. Pas d'eau potable. On était au centre du village, elle allait chercher ma femme, alors avec un bide comme ça, elle allait chercher avec le broc, elle allait chercher l'eau à la fontaine. Hein. Elle est arrivée à partir de 62. On ne la gaspillait pas l'eau à ce moment-là. Il y avait ma grand-mère, on était 10 dans 3 pièces. Au 3e étage, avait un pot de chambre, pas de douche. C'était l'époque où et donc on prenait une douche municipale le samedi. Ma douche, c'était une bassine. Voilà. Alors j'ai découvert les douches ici, aux douches municipales à Capestan. J'avais 13 ou 14 ans, la première douche que j'ai prise. Je me rappelle qu'on achetait le petit Dunlop. C'était un Dunlop. Il fallait avec les dents se le couper. Ah ouais. C'est incroyable. Ma mère faisait les lessives avec la chaudière. Elle avait un magasin avec la chaudière, elle avait l'eau, et elle descend, et on met de l'eau, et l'eau bout, et avec ça, on met des bouillons sur la cendre, et la cendre, avec l'eau chaude, nettoie le linge. Ici, c'était le canal. La corbeille, et à genoux dans une caisse de lait, et le battoir. Dans le quartier, il y avait des gens aisés qui avaient de la propriété, et puis qui employaient du personnel. Ils faisaient la lessive une fois par an. Elle durait 3 jours. Alors toutes les femmes étaient réquisitionnées. Elles faisaient chauffer l'eau entre les platanes, ils tendaient une grande corde et ils mettaient le linge à sécher. Je me souviens, dans le village, les gens, ils appelaient la tinette tous les matins. Les gens, ils sortaient le soir, et le gars, il faisait la tournée avec une barrique et un cheval. Il y avait la tinette qui passait tous les jours pour vider les seaux hygiéniques. Ah ouais. Alors j'avais fait une chanson. Quand la barrique de Pantene passe le matin dans le quartier, tout le monde se met à la fenêtre pour la regarder passer. Il déjeunait à côté de la barrique le matin, il avait l'habitude, ça ne l'empêchait pas de manger. Il y avait une vie de quartier, le soir, à se retrouver au pont de fer. Tout le quartier se retrouvait là, puisqu'on n'avait pas de télévision à l'époque. Donc les parents discutaient, les enfants jouaient. On était souvent dehors avec les amis. Les personnes âgées aussi, ils étaient, ils étaient dans la rue, ils se rejoignaient. Dès qu'il faisait beau le soir, tout le monde sortait. Ils étaient ou dans la place de village ou dans les escoupignes qu'on appelait, où ils racontaient les nouveautés de la journée. On était croyants, moi j'allais à la messe tous les dimanches, j'allais au catéchisme, j'allais au patronage, j'allais au cœur de sang. C'était des dames qui s'occupaient de l'église, qui faisaient le patronage comme ça. Alors on faisait des jeux, on s'amusait. Chez Madame Catala, ça s'appelait. On partait avec monsieur le curé. C'est le curé qui faisait le cas. Et on allait à Valras-Plage. On faisait le mois de Marie, on allait jeter des fleurs. Le mois de Marie, c'était tous les soirs à 5 heures. On allait à la messe le dimanche matin, et après on partait jouer. On est en auto-formation au départ. Ça, je vous parle d'avant la création de l'école de rugby. On est au tout début des années 60. Il y en a un qui a un ballon. Il a eu son ballon pour la communion. Après les matchs du tournoi des 5 nations, tous ne sont pas télévisés à l'époque. On va les voir au Café de la Grille en noir et blanc. Et de suite après, on descend au stade, et là on joue, on refait le match à 15 contre 15, 20 contre 20. J'ai couru, j'ai joué à tous les jeux qu'on pouvait faire au stade, le foot, le rugby, trap-trap. Le club, il pousse en 1920. Alors je dis pourquoi il pousse, parce que les premiers, c'est des jeunes, et il s'appelait le Biberon Club. Alors, on est dans les années 20, et donc le club, l'ASC, a Capestan culturellement, grâce à des gens comme André Gaillaguet, qui est un magistrat
qui va jouer à Toulouse, au stade toulousain, qui va venir ensuite à Capestan, puisqu'il est de Capestan. Donc il va amener la culture du jeu de trois quarts, du jeu d'évitement. Il y a cette culture-là, et qui est traversée par des personnages ou en couleur, mais pas que, des joueurs qui ont joué à un autre niveau et qui vont amener des Capestanais. Hein. Alors je parle d'André Gaillaguet, je parle de René Bob pour les premiers. Après, il y aura tous ceux les Alary, les Fité, qui ont été champions de France avec Castres. En 63, il y a l'équipe de rugby de Capestan qui avait redémarré. Parce qu'à l'époque, dans les années 58 ou 59, il y a eu une décision sur Capestan. Il n'y a eu plus d'équipe de rugby. Il y avait deux listes à Capestan. Et d'un côté, c'était une liste rugby. Et de l'autre côté, c'est une autre liste politique, ancienne maire. Et c'est l'ancienne maire qui a gagné. Alors les autres sont un peu... Ça fait des tiraillements dans Capestan et pendant 2 ans, il n'y a plus d'équipe. Quand elle arrive à chercher les anciens champions de France de 50, il relance le club. Et le club, l'année suivante, est privé de finale du championnat de France à cause d'une histoire entre le 15 et le 13. En quart de finale contre le Stade Ceste toulousain, un des dirigeants du Stade Ceste toulousain est un arbitre national qui a qualifié de 13 à 15 Robert Régis, sous la Manche, parce que ça ne se fait pas. Officiellement, il a sa licence, Robert Régis. Mais le fameux arbitre, j'ai perdu le nom, il est là-dedans, va porter réclamation au nom du stade Ceste toulousain et va disqualifier Capestan. Mais ça va traîner, ça, puisque Capestan gagne en quart de finale, gagne en demi-finale contre Clérac, à Riom, et au moment de jouer la finale contre Sijan, que Capestan avait gagné en finale régionale, en 3 jours, ils sont disqualifiés. Et c'est même pas Clérac. C'est même pas Clérac qui va faire la finale. C'est le Stade Ceste toulousain qui n'a même pas joué les demi-finales. Il y avait une école de rugby qui s'est fondée et tout le monde, pratiquement tout le monde est passé par là, quoi. Tous les 3. Je crois que vraiment, c'est vraiment des personnages marquants qui ont géré l'école de rugby. Nous, à notre époque, c'était Jean-François Larry, puis après, il y a eu Excusez-moi, au début, elle a été créée par Franck Sigala et M. Pêche, qui était professeur au collège. Au départ, dans les années 60, il n'y a pas beaucoup d'écoles de rugby, notamment organisées comme elle l'est, avec des bénévoles, mais surtout des gens comme Franck Sigala, qui est employé de mairie, qui est moniteur municipal. Il n'est pas du tout rugbyman, Franck Sigala. Il est athlète, il est culturiste, il est nageur, mais il n'est pas du tout rugbyman. Mais il a compris. Du même âge, avec des entraînements. Je crois que nous, à l'époque, c'était entre le mardi et le mercredi, on se retrouvait. Et voilà, c'est des échanges qui restent gravés à vie, avec des résultats qu'on arrive à créer, et surtout des amitiés. C'est ça qui était le plus important. À Capestan, le rugby, il y a les All Blacks, tout en haut, et juste derrière, il y a Capestan. Il y a une culture rugbystique extraordinaire. Ah ouais. Ouais. Extraordinaire. Je parle dans la formation. Il y a toujours eu des formateurs de haute qualité jusqu'à maintenant. Je fais le sport au primaire, à l'école primaire, et je m'occupe de l'école de rugby. Voilà. Donc c'est vraiment le boulot, le travail de mes rêves. Voilà. Travailler avec les enfants, je pense que c'était quelque chose qui était pour moi encore. Voilà. Alors on les prépare à jouer, à faire du rugby en toute sécurité. Voilà, déjà. Et qui prennent du plaisir même s'ils ne sont pas bons, même s'ils ne sont pas... Voilà. D'abord qu'ils jouent à toute sécurité, qu'ils soient contents d'être là, quoi. Oui. Voilà. Et là, à partir de là, on a gagné, quoi. On a gagné parce qu'on ne sait pas plus tard s'il ne va pas devenir arbitre, dirigeant. On ne sait pas. Je pense que le joueur qui arrive à passer cette barrière d'amateur à professionnel, le fait qu'il ait eu ce rugby, ou raw rugby, on va dire, de passe, il arrive un peu plus complet, et c'est peut-être pour ça qu'il arrive à percer, quoi. Voilà. D'accord. Je sais pas, mon fils était pilier droit. Chaque fois qu'il y a un gamin qui part à Béziers, et il joue le vent. Hein.
Et on a eu le même parcours, c'est-à-dire qu'on a été champion de France avec Capestan en cadet. Et on est parti après derrière, on a été repéré par le sport études et on a été sélectionné, enfin, on a été recruté par Béziers. Ouais, moi j'étais minime et je suis sur un match contre Lonza qui me semble bien où les recruteurs de Béziers étaient là et ils m'ont demandé si je voulais rejoindre Béziers. Donc mon frère y était déjà. Quand on est arrivé à Béziers en cadet, il y avait un gros groupe aussi et on a été champion de France également l'année d'après. J'ai joué à Narbonne et puis j'ai joué à Toulouse. J'ai passé 20 ans à Toulouse et je suis revenu en 2012. J'ai fait mon premier match en équipe de France, j'avais 15 ans. J'y reste jusqu'à de 1986 jusqu'en 2002 où j'ai pris ma retraite. Il y a eu la Coupe du Monde, première Coupe du Monde en 92, je crois, je ne me rappelle pas. Oui, ouais, voilà, quoi. Donc je suis capitaine, j'ai 20 ans, je fais 3 Coupes du Monde en tant que joueuse. J'en fais pas une puisque j'ai mon fils aîné qui est né en décembre. Je refais une Coupe du Monde en 2002 qui est ma dernière et là je suis aussi capitaine. Quand on est dans les groupes Pôle Espoir, on progresse un peu plus vite que les autres sûrement. Donc, du coup on a la chance de souvent intégrer, ça a été notre cas, des équipes en étant surclassées. Et après, quand on continue à progresser, ça se fait naturellement, où on accède d'abord aux entraînements des pros, et puis il vient des contrats espoirs, puis intégration du centre de formation, et ensuite au groupe pro. La différence, c'est que Mathias a été sédentaire, puisque lui, sa blessure l'a obligé de rester un peu ici, alors que Damien, lui, il a fait Toulon, il a fait Grenoble, il a fait Narbonne. En fait, on a la chance de pouvoir jouer avec des gens qu'on avait en poster dans notre chambre. La carrière de rugbyman, c'est beaucoup de travail. Un grand chapeau à M. Franck Sigala, qui a créé l'école de rugby à Capestan et qui a formé Jean-Michel Benacloy, Jean-François Larry, il y en a beaucoup. Et tous ces gars qu'il a formés sont partis jouer dans des grands clubs d'élite. Et quand ils ont eu vous n'avez plus leur place plus ou moins, qu'ils ont voulu arrêter, ils sont revenus rendre un peu ce qui Capestan leur avait donné. Ils ont signé. Ils sont revenus. Et grâce à eux, qui ont 7 ou 8 ans de plus que moi, et nous, cet amalgame, on a une équipe qui a été 2 fois champion de France. On a passé 2 saisons, ça a été des essais. Joël Morer a marqué, la première année, il a marqué 74 essais. C'est l'euphorie, on ne parle plus que de ça. Hein. On a fait un match contre Murviel des Béziers, à Sauclière, avec 8000 personnes quand même. Avec les voisins et certains amis, on partait tous les dimanches, on suivait l'équipe de Capestan. Voir les matchs. Donc on était habillés en bleu et blanc là, parce que c'était les couleurs du club. Et donc on suivait Capestan tous les dimanches. Jusqu'à Toulouse, on est allé, on mangeait sur la route, on y allait à plusieurs. J'étais le talonneur de l'équipe. C'est Jésus, t'es crucifié, mon pauvre, t'es comme ça, et tu prends un coup sur la droite et tu tends la gauche. Alors là, c'est un grand moment, ça. C'est un beau souvenir, parce que les troisièmes mi-temps, il y en a, mais là, celle-là, elle a duré. Elle a duré énormément. On a eu un été très, très chargé. Ouais. C'était indélébile, ça. Je me rappelle, il y avait une fontaine de vin gratuite. Il y avait le vin à volonté gratuit à l'époque. Sur la place du village, le jour de la fête. Ah ouais. Et je me rappelle que mon frère était sous cette fois-là, à 16 ans, que mon père lui courait après. À partir des années 60, de façon très lente, Capestan connaît et vit de grandes mutations. Un nouveau Capestan se construit, dans la douleur pour certains. En France, il y a quand même eu un gros handicap. C'était la guerre d'Algérie. On partait aux alentours de 20 ans. Et vous alliez passer 2 ans et demi de l'autre côté, avec une permission pour tout. De 20 jours. En 62, j'avais
un peu plus de 7 ans. Et je me rappelle que d'un seul coup est arrivée toute une population qu'on ne connaissait pas, les réfugiés d'Algérie. Et ils ont été accueillis dans ce foyer rural qui était inhabité depuis des décennies, donc très insalubre, aucune commodité de sanitaire digne de ce nom. Et je me rappelle avoir vu ces lits, ces matelas plus exactement, dans les dortoirs, dans les couloirs, qui se touchaient et des gens qui étaient là, résignés, qui portaient sur leurs épaules une douleur que l'on peut comprendre, parce que la guerre en avait fait des victimes. Dans les années 60, mais 70, les jeunes, quand ils venaient au collège, et en troisième, ils passaient des concours administratifs. Et les postes, la SNCF, ils fichaient le camp. C'est pour ça que la population avait chuté un peu. J'ai été embauchée à Lyon, à la Poste. Après, j'ai travaillé à l'hôpital. Je suis parti en 63. L'endroit où je me trouvais, là, en fait, à Bellegarde-sur-Valserine, il y avait surtout les douaniers. Ah oui. Et j'ai rencontré là-haut des douaniers de Capestan. On n'a pas eu de mal à se faire élire en 71. Premier travail, c'était la nécessité de mettre tout à l'égout, l'eau là où il n'y en avait pas. Et puis on a eu, en même temps, en 1977, on a eu un problème d'un ruisseau, le ruisseau de Saïs, qu'on appelle pompeusement la Seine à Capestan, qui a débordé et a inondé les maisons. Donc il a fallu après s'atteler à cimenter le lit de ce cours d'eau. Et ça a été l'urgence absolue. Monsieur Vidal était venu me voir, il m'avait dit, Monsieur Costellier, on m'a parlé de vous. Bon. Et donc c'est par Monsieur Vidal que je suis rentrée, voilà. 77. Et j'étais la seule femme. C'était la rénovation du village. Un groupe de jeunes qui est cité là, sur des revues, je ne sais pas, 10, 15, 20 personnes. On a trouvé le leader, donc, qui a été maire de Capestan après. La mairie nous a mis à disposition le château. On a essayé quand même de rassembler tous ces jeunes et bien sûr d'autres personnes. Et surtout, on a essayé de faire un travail collectif. On avait très peu d'activités, c'était simple, c'était un bar. Il y avait dans une salle, le labo photo. J'étais animateur photo au foyer. On faisait du labo en noir et blanc. Au départ, c'était intéressant parce que les animateurs se formaient sur place, étaient formés par l'association et redonnaient à l'association. Il y avait vraiment un côté rapport, échange et enrichissement. Sincère adhérent. Il y avait aussi éducation populaire, laïcité. Heureusement qu'il était là, le foyer rural, j'ai envie de dire, parce que sinon, qu'est-ce qu'on aurait fait? Non, bien sûr. Voilà, parce qu'on n'avait rien. Dès qu'on avait un créneau, on était au foyer, tout le monde se retrouvait au foyer. Moi, je me rappelle avoir fait prendre des cartes d'adhérents du foyer rural à des personnes de 90 ans. Ils faisaient partie d'un club de retraités qui était une activité du foyer rural. Alors, c'était de la poésie, des voyages très culturels. Puis, c'était imaginatif, il y avait tout le temps quelque chose. On appelait ça le Forum Languedoc. Et c'était un centre de développement économique, touristique et culturel. C'était une activité du foyer rural. Et à l'intérieur de ça, on y trouvait un journal. Donc Christian était le dessinateur, il croquait bien les personnes. Et puis après, il y avait des journalistes. Moi, j'étais invité voilà, pour faire l'animation. Oui. Mais on voit tout ce qui se passe quand même. Il y avait une dynamique, il y avait quelque chose d'énorme, quoi, parce qu'il y avait énormément de bénévoles qui étaient contents de venir, qui étaient actifs, quoi. En commission culturelle, il se faisait justement, on a fait deux créations théâtrales relativement importantes. La première, c'était sur la République de Capestan, 1851, et l'autre, c'est à Lejos, c'est sur l'immigration espagnole. Oui, j'étais acteur. J'avais pris presque le rôle d'un de mes ancêtres, seulement lui était parti déporté en Algérie, et là, j'étais à Cayenne. 1851, le 2 décembre, si je ne me trompe pas, Napoléon, par un coup d'État, prend le pouvoir en France. Le Midi, Pézenas, Bellarieux, Capestan ont agi, n'ont pas accepté. Le peuple de Capestan monte sur la place de la mairie, des coups de feu éclatent.
2 gendarmes sont blessés, dont un très gravement. Il a fallu l'amputer. À partir de là, on déclare une république éphémère à Capestan qui va durer 1 semaine. La justice tombe et Napoléon III est sans concession. Les Capestanais, beaucoup vont partir au bagne. Cours du château. Cours du château avec Garadin. C'est pas rien, quoi. Hein. Il y avait des bourgs derrière. Hein. À partir de là, il y avait des bouquins qui avaient été écrits avant. Notamment, il y avait un déporté. Le titre du bouquin, c'était J'empêche un déporté de 1851. La mémoire ne s'était pas transmise réellement aux descendants de ces gens-là. Ça donnait à Capestan, ou du moins à une partie des Capestanais, une occasion de se réapproprier son histoire. On a été centre de formation des calandrettes. Hein. 20 jeunes étudiants en préparation de rentrée comme professeur dans les calandrettes. Et c'était Jean Oumette, hein. C'était elle qui était avec M. Hamel. Alors ça a duré pendant 2 ou 3 ans. La ratatouille, on a commencé dans la rue. Ben, la première vraie date qu'on a faite avec la ratatouille, c'était à Capestan. On a fait le tour d'Europe. Ça correspondait à une époque. C'est-à-dire, nous, quand on a relancé le théâtre de rue avec la ratatouille, il n'y en avait plus quasi dans la région. Là. Et donc, les gens étaient... C'était surprenant de voir des gugus dans la rue, des bateleurs quoi, de l'époque. Et ça touche. La décennie 90 voit le village changer. Des aménagements, de nouveaux habitants et de nouvelles associations. J'ai fait des travaux dans le village, ça a été des écoles. Parce que le collège, il y avait 17 ou 18 classes préfabriquées. À la décentralisation, en 86, les départements sont devenus propriétaires des collèges. Donc, le premier collège départemental à être reconstruit ou construit, ça a été le Capestan. On a créé une école primaire, on les a regroupés, on a construit l'école qui est à l'entrée du village. Et l'ancienne école de filles, on y a mis l'école maternelle. Le canal, nous, on a refait les quais du port. La communauté de communes, elle a pris la compétence tourisme et ils ont aménagé l'ancienne maison cantonnière du garde-canal. Le canal, je trouve que ça... pas mal de gens ils passent par la place, en fait. Mais s'ils vont au supermarché, ils passent devant le café, sur vélo, ils regardent qu'est-ce que c'est, et ils viennent. Des touristes, oui, oui, j'ai beaucoup de gens qui viennent chaque jour pour le café. Oui, j'ai une clientèle du village, j'ai une clientèle de la région maintenant un petit peu. Et 1 fois par mois, je fais un brunch le dimanche. Donc ça change quelque chose. Je transforme le lieu comme un petit bistrot. Quand on a acheté le café, justement, ça a été le moment où le canal du Midi a commencé à prendre beaucoup d'essor. On faisait une restauration modeste, on faisait des grillades. Grillades au feu de bois, les terrasses sont pleines. Je me rappelle des affiches, ordre de mobilisation générale. Tout le monde pleurait à Capestan, non? C'était le désespoir sans fin. Surtout celui qui avait quelqu'un qui manquait à la maison. Mon père, il a fait l'armée en 1934. La guerre en 1939, quoi, est arrivée. Alors, ils ont été rappelés, bien sûr, les mobilisés. Et puis, bon, ils n'ont pas touché terre, quoi. Ils se sont fait emporter. Il était en Allemagne dans une ferme. Il a essayé de s'évader 3 fois. 3 fois, il a été repris. Et chaque fois, dans des camps de plus en plus durs, quoi. Et à la fin, il était au camp de Rawa-Ruska. C'était en Pologne. Ils n'avaient rien à bouffer, quoi. Ils étaient en train de faire des tranchées, les manches relevées, obligatoires, quoi. Et il avait un collègue qui n'était pas bien,
Il avait la grippe, tout comme ça, il avait gardé un petit pull. Et puis la sentinelle, 2 ou 3 fois, il a dit enlève ton pull, enlève ton pull. Mon père, il dit enlève, hein, parce qu'avec ses jeunes, tu vois. Hein. Alors à force, hein, allez, l'autre il monte le pull et l'autre, bam, là, devant mon père. Le gouvernement d'extrême droite de Vichy, dès l'été 1940, se lance dans une politique de collaboration. L'Allemagne récupère minéraux, énergie, mais surtout alimentation. Dès l'automne, c'est le temps des pénuries et de la débrouille. Et l'État a sauvé le village de la famine, oui. Et ça a été même une mine d'or pour le village pendant la dernière guerre mondiale. Ils avaient armé mon grand-père pour défendre que les gens étrangers ne viennent pas prendre le manger. Nous, disons qu'on n'avait pas trop s'en faire. C'est d'abord on avait un jardin. Ma mère qui allait souvent là-bas, elle revenait chargée comme une mule, la pauvre. Moi, j'achetais le lait au marché noir et tout pour l'élever. Tant que j'ai pu la nourrir, d'accord, mais après, quand elle avait le biberon, mais vous savez qu'il fallait en faire. Hein. Après, ils ont correspondu, ma mère m'a dit, avec la Creuse. Et ils envoyaient de la nourriture, et eux, ils envoyaient du vin. Des tickets, et il y avait les J3, il y avait des catégories il y avait les jeunes, les J2, les J3, et puis il y avait les personnes plus âgées. Le 8 novembre 1942, les Alliés débarquent en Algérie française. En représailles, Hitler fait envahir la zone libre. Vers le 12 novembre, Capestan est occupé par l'armée allemande. Le collège, il avait été transformé en hôpital. Parce qu'il y avait les Allemands, ils avaient des blessés, ils les soignaient là. Mon mari, il a été de la classe 22. Donc il a fait 2 ans en Allemagne. Et il était sur l'aéroport de Berlin. STO. Mon père travaillait au Viala, au domaine du Viala sur Pouille. Et il était bien ami avec des gens de Pouille qui eux aussi étaient dans la résistance. Donc le colonel ou commandant Durand. À travers cet homme, ils sont rentrés dans la résistance avec mon oncle, qui lui était beaucoup plus âgé. Il avait 36 ans, mon oncle. Ils étaient à Capestan. Ils allaient faire péter la voie ferrée à Nissan. Ils allaient faire péter des poteaux électriques. Pendant la résistance, dans un caveau du cimetière, il y avait la radio pour le maquis. Durant le printemps 1944, la tension est à son comble. Accrochages entre maquisards et Allemands sont quotidiens. Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie. L'opération Plan Tortue est activée. Ordre au réseau de résistants de bloquer les renforts allemands vers la Normandie. Ce soir-là, ils sont de Puisserguier, de Pouillès, de Montady, de Morillon et de Capestan. J'avais un copain, Louis Baix. On avait le même âge. Je me rappelle, alors là, ça me démolit. Devant le portail du café de la Grille, je parle avec lui. Il me dit, André, je t'annonce que demain, je pars au maquis. Tu pars au maquis? Oui. Eh bien, je dis, tu es bien jeune encore pour partir au maquis. Je pars. C'est décidé, je pars. Et alors quand j'ai touché la main, devant la grille, là, devant le portail du café de la grille, la terrasse, là, j'ai touché la main, je lui dis, c'est pas la dernière fois que je te touche la main. Et il me dit, non, tu parles. Ils grimpent dans 2 camions. Leur chef, Jean Durand, ouvre le convoi avec 3 résistants en voiture. Ordre, confusion, le trajet prévu a été modifié la veille. Mais mon père a eu beaucoup de chance, c'est lui qui conduisait l'attraction du commandant Durand, du colonel Durand. Ils étaient 4 avec Oulès, Durand, les 2 Durand, parce qu'ils étaient 2 frères, et mon père.
Quand ils sont arrivés à Fongin, ils se sont retrouvés dans un entonnoir avec les Allemands qui les empêchaient de passer. Les 4 qui étaient dans la voiture, ça, ils sont sortis. Ils sont revenus trop tard, les échauffourées étaient déjà engagées. Entre les camions qui montaient chargés des résistants. Ils sont 70 dans le convoi, dont une femme. Les Allemands les attendent, mitraillettes au poing. Ils tirent, affolement total. Tonton Cabrol est abattu. Les résistants sautent du camion. Certains sont fauchés, d'autres arrivent à gagner les bas-côtés. Jean Montagne, blessé, fait sauter un car allemand. Il sauve des vies. La nuit est terrible. Traque des survivants dans la garrigue. 5 morts, 5 blessés graves. 18 prisonniers sur 42 ont pu s'enfuir. Mon père est resté pendant une semaine à la suite de Fongin, caché dans une bergerie, dans l'impasse Floquet. Je crois que c'était la bergerie des Béziates. Et avec un frère Béziat. Ils sont restés une semaine là-dedans. C'était Irène, la fille qui les nourrissait, qui leur apportait le tabac. Mercredi 7 juin 1944, les prisonniers de Fongin sont torturés à Saint-Chinian. On les charge sur les camions, à genoux, attachés jusqu'à Béziers. Il est 14 heures. La première exécution a lieu par groupe de 6. Madame Coquille refuse la grâce et meurt fusillée. Mon oncle, le frère de mon père, a été fusillé au Champ de Mars. Le jour même, ils sont enterrés au cimetière communal. Les familles sont interdites de recueillement. Louis Weiss, il a été fait prisonnier et il a été fusillé à Béziers. Il avait 18 ans. Ma grand-mère est morte 2 ans après la guerre. Le chagrin. Louis Weiss, c'était un copain de mon frère. Il avait 18 ans et on l'avait tellement battu que quand on l'a mené au poteau pour qu'on le fusille, il avait les bras qui se détachaient. Parce que mon mari, de la gare du Nord, il est descendu par l'avenue, il est allé dans un petit jardin qui est à côté. Il a assisté à la fusillade. 2 jours plus tard, le 9 juin 1944, il fait beau. Dans la matinée, le téléphone sonne à la poste. J'étais à la poste, en face de mon portique du téléphone, et ici à Capestan, on avait la commandature. Je vois l'affiche qui descend. J'ai dit un officiel. Moi, je prends la mienne et je l'enfonce. J'ai dit, tu vas écouter. C'était la commandature de Béziers qui me demandait le maire de Capestan. J'ai donné la mairie de Capestan. Et là, j'ai entendu la rafle. Mais moi, j'ignorais ce qui s'était passé la veille. J'étais à Russie et j'entends le maire qui lui dit « Laissez-moi vous dire que la population de Capestan ne méritait pas des représailles si importantes parce que vous n'avez pas à vous fâcher du village. » L'autre il répond « C'est vrai, vous avez raison, mais cette nuit, j'écoutais moi. Il s'est passé trop de choses. À 17h, tout le monde sur la place. Et qu'il n'en manque pas un. Et je me rappelle, je coupais de l'herbe à une vigne, je raclais, et je voyais passer des camions d'Allemands. Putain, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je prends la bicyclette et je rentre à Capestan. Moi, je rentre, il me laisse passer. Et quand j'arrive dans le village, là, il y avait monsieur Raoul Cessot,
Il me dit, Raoul, il me dit, quand tu as, André, dans un temps, eh bien, il me dit, Sosbou. Sosbou? 4-5 ans, on me tenait dans les bras et ils nous avaient rassemblés sur la place, tous les hommes de 18 à 40 ans. Ils les ont déportés en Allemagne. Mon père avait 41 ans, il n'est pas parti. Et là, sur la place, il y avait le docteur Michel, qui il passait à chaque individu, il demandait les papiers. Le docteur? La carte d'identité. Le docteur Michel, de la Gestapo allemande de Béziers. Quand il arrive à René Vidal, il lui dit, et comment, à René Vidal, le docteur Michel, il dit, et comment ça se fait? Vous êtes membre du PPF hein, et vous nous avez rien dit? René Vidal, il ne se demande pas et il dit, j'habite en dehors du village, je n'étais au courant de rien. Sortez du rang. Ils sont 179 hommes, ce jour-là, à être raflés et déportés en Allemagne. On est parti en convoi à pied jusqu'à Béziers. On rejoint la caserne du Guesclin. Il y a un Allemand qui monte sur la table et il dit « Avis, quiconque sortir d'ici sans permission, tire dessus. » De là, on est parti, de Béziers, on est allé à la gare et on a pris le train. De là, on est parti sur Soest. Soest, c'est en Westphalie Sud. C'est au nord de l'Allemagne. On arrive à la ferme. On était dans la cour de la ferme. J'étais avec la patronne. Son mari arrive. Alors il lui dit, il s'appelle Andrés. Je mangeais seul. Alors j'étais bien nourri. 11 mois. Et le 1er mai 1945, j'embarquais pour la France. Et à Capestan, on est arrivé le 8 juin 1945. Sur 179 hommes, 178 sont revenus. Joseph Lebovitch sera exterminé parce que juif. Fongin, les exécutions, la rafle ont marqué à jamais le village de Capestan. Des tensions, des reproches vont émailler la vie des Capestanais. Mon père, à la suite de ça, se sentant un peu mal à l'aise dans le village, a décidé de changer de village. On est parti vivre à Sauvian, j'avais 5 ans. En 1975, une famille qui avait été déportée, l'homme m'a encore reproché que mon père avait fait, pour parler français, des bêtises. Et c'est ce que mon père ressentait, qu'il était, par une certaine partie de la population, il était mal aimé. Voilà, Capestan, quelle histoire! Une mosaïque de gens qui ont fait, font et feront le village.